Bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo partout où vous vous trouvez. Nous sommes aujourd'hui le 2 mai 2019. Hier, c'était la fête du travail. Cela a été marqué par certaines activités publiques, des discours. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la situation politique dans notre pays en conformité avec l'actualité. Nous allons essayer de faire une analyse par rapport à ce qui se passe sur le plan politique dans notre pays. Nous avons trois sujets à traiter. Le premier, entretien Tshisekedi-Netanyahou, les enjeux. Le deuxième, Fayoulou refuse d'être mis en marge du jeu politique. Et puis le troisième, à quel jeu joue Kabila. Ce sont là les trois sujets qui constituent la charpente de notre analyse aujourd'hui. Nous savons que nous ne sommes plus réguliers comme avant, mais nous sommes présents. Ce sera un peu le système jusqu'à ce qu'un certain nombre de choses soient mises en place. Nous faisons des efforts considérables, très considérables pour faire des analyses comme ça. Et nous sommes très occupés, mais nous mettons un peu de temps à côté quand c'est possible pour faire l'analyse politique. Surtout, ce qui nous encourage, c'est la demande de tous nos lecteurs, nos auditeurs, parce que vous savez, Anglo-Congo, nous écrivons, nous publions, mais aussi nous faisons les directs. D'ailleurs, les directs, c'était à la demande de nos lecteurs. Alors, tout de suite, allons avec le premier sujet, entretien. C'est un entretien téléphonique entre le président de la RDC, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le premier ministre de l'État hébreu, M. Benjamin Netanyahou. La nouvelle a été annoncée par le ministère des Affaires étrangères, donc les services de communication du ministère des Affaires étrangères de l'État hébreu, et cela a été relayé par la presse locale, donc notamment Jerusalem Post et puis d'autres journaux locaux en Israël. Le président de la République démocratique du Congo a eu un entretien au téléphone et au cours de cet entretien, il a profité de cette occasion pour féliciter son interlocuteur, le premier ministre israélien, Netanyahou, pour son élection, sa reconduite en tant que premier ministre, parce que son parti et les partis alliés ont finalement eu la majorité au niveau du Parlement. Vous savez, c'est un système purement parlementaire en Israël. Et au cours de cet entretien, ils ont parlé aussi des renforcements des liens entre les deux pays. Ici, nous voudrons rappeler aux gens que M. Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, est un grand ami d'Israël. Dans son enfance, il a été très proche d'un couple juif qui était ici, dont l'un des membres de ce couple était diplomate, et puis un autre était enseignant à l'ENA, à l'École nationale d'administration, qu'avait eu l'honneur de diriger l'illustre disparu, M. Etienne Tshisekedi, que nous connaissons tous, que son âme repose en paix. Ce couple était un couple ami à la famille Tshisekedi, et d'après certaines informations que nous avons pu recouper, c'est ce couple qui aurait encouragé
M. Tshisekedi à mettre sur les rails un de ses enfants dans la politique. Il lui aurait même dit que non, la politique sous d'autres cieux, notamment aux États-Unis, en Israël et dans beaucoup de pays, comme vous savez, c'est aussi une affaire de famille. Et nous avons publié il n'y a pas longtemps une étude qui a été menée par des professeurs d'université aux États-Unis. Le titre, c'était Les dynasties qui continuent à diriger. C'est vrai que la démocratie a gagné du terrain dans le monde, mais il est clair que des gens qui sont issus de familles où l'un des parents a fait la politique ou un des membres des familles ont plus de chances de continuer à faire la politique, de réussir dans la carrière politique ou de se lancer dans la carrière politique que ceux qui ne sont pas dans la politique. Et on a montré que c'est le cas aux États-Unis, qui est un pays démocratique. C'est le cas, donc les États-Unis, le Canada. Vous avez l'actuel Premier ministre canadien qui a eu des parents, son père qui était Premier ministre. Vous avez les cas de Bush, et j'en passe, les Kennedy. Hein. Donc, et aux États-Unis, des exemples sont légion. Il y a beaucoup de sénateurs, beaucoup de membres des chambres des représentants, beaucoup de diplomates. Il y a des carrières et des professions dans certains pays, comme on dit en anglais, it's in the blood. Donc, c'est dans le sang. Vous allez voir, il y a des familles qui sont dans la carrière militaire. Il y a même, pour les cas des gens qui ont des firmes d'avocats. Donc, les exemples sont légion. Et pour en revenir à ce qu'on disait, M. Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a été encadré pendant longtemps. Et lors de son dernier voyage en Israël, je me souviens encore, d'après nos informations, parce que ce couple-là était en retraite, et puis l'un des membres de ce couple avait quitté ce monde, il avait eu des contacts avec ce couple, donc voilà. Et comme vous le savez, la communauté juive à travers le monde, quand elle arrive dans un pays, surtout dans les domaines économiques, ils essayent, et financiers, ils essayent du pays, ils essayent un peu de prendre leur part. Au Congo, vers les années 30, c'était la première vague des Juifs qui sont arrivés. Dans cette vague, nous avons le papa de M. Moïse Katumbi, M. Soriano, que son âme repose en paix. Alors, comme je l'avais dit l'autre fois au Congo, la majorité de la communauté juive qui est ici, dans l'ère courant religieux, ils sont dans ce qu'on appelle le Shabbat. C'est le cas des rabbins de Kinshasa. Et il y a plus de juifs au Katanga que dans, disons, à Lubumbashi, que dans toute autre partie de la République ou toute autre ville de la République. Et ces juifs sont beaucoup plus en contact. Alors, M. Félix Tshisekedi, comme je disais, c'est un ami de longue date d'Israël, et ce n'est pas surprenant que, en sa qualité de chef de l'État, qu'il y ait un tel contact et qu'il y ait la volonté affirmée des deux chefs d'État de renforcer les liens entre les deux pays, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus un ambassadeur d'Israël au Congo et vice-versa. Donc, nous pensons que les relations diplomatiques entre les deux pays seront élevées au plus haut niveau et cela rentre aussi dans l'actuelle politique des affaires étrangères d'Israël en Afrique. Vous savez, le Premier ministre Netanyahou a fait beaucoup de voyages, même dans certains pays où on ne l'attendait pas. Par exemple, le plus récent, c'était au Tchad. Hein, il y a une relance donc, des relations entre le Tchad et qu'est-ce que j'ai dit, le président tchadien et le Premier ministre israélien. Vous avez l'ancien footballeur qui est devenu président du Libéria, donc George Weah. Vous avez même les Soudans. L'Israël a ouvert une ambassade au Rwanda. Donc, c'est le retour de l'État hébreu sur les continents africains. Bon, ils ne sont jamais
totalement partie de l'Afrique. Ils sont toujours présents par d'autres créneaux. Et ceci, je l'ai dit, c'était aussi pareil à l'époque de Mobutu. Mobutu avait des liens très forts avec l'État hébreu. Ces relations s'étaient refroidies quand Mobutu avait pris position en faveur du peuple arabe au détriment des Juifs. Vous connaissez la fameuse phrase « Entre un ami et un frère, les choix est clair ». C'était lors d'un discours à la tribune des Nations Unies. Et c'est en ce moment-là, nous avions mené des recherches que les Hébreux avaient lâché Mobutu et ils avaient utilisé leur lobbying au niveau des États-Unis. Et cela avait aussi coïncidé par après à la chute du mur de Berlin qui avait accéléré finalement les choses contre le maréchal Mobutu. Alors, quels sont les enjeux? Aujourd'hui, l'Israël vient en Afrique. Le tout premier enjeu, bien qu'on ne le dise pas officiellement, c'est surtout dans le domaine de la sécurité des renseignements. Vous savez, l'État hébreu est en guerre permanente, guerre froide contre l'Iran et certains pays musulmans. Donc, l'Iran aussi fait des percées en Afrique, notamment au Congo, à travers des membres des Hezbollah. J'étais en train de parler il y a quelques jours avec une Congolaise qui a été au Liban, qui est très proche, je ne vais pas donner plus de détails. La communauté libanaise qui est au Congo, en grande partie, ce sont des partisans des Hezbollah. Donc, à plus de 75%, ce sont des partisans des Hezbollah. C'est des gens qui obtiennent de l'argent venant des fonds, parfois venant de l'Iran, et en retour, après avoir fait des profits dans leur business, ils soutiennent les Hezbollah. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est bon, mais moi, je décris tout simplement les choses, donc j'analyse. Vous entendez certainement les bruits dans les bas-fonds là-bas, mais je ne peux rien, il y a des enfants qui jouent dans la cour. Alors, j'étais en train de dire que depuis toujours, il y a eu comme une sorte de lutte entre l'Israël et certains pays du Golfe. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas pour l'Arabie Saoudite et les Qatar qui se sont rapprochés, même dire qu'ils sont devenus des alliés au niveau de la guerre, du conflit géopolitique au niveau des Golfe contre l'Iran. Alors, le Congo étant un pays très stratégique en Afrique, étant un pays qui regorge, comme je l'ai toujours dit, des minéraux stratégiques, toutes ces puissances viennent ici prendre position pour renforcer leurs capacités de combat contre les autres sur le plan financier, sur le plan géopolitique et économique. Donc, c'est un enjeu important pour Israël que d'être présent en Afrique. Encore une fois, l'Afrique est au centre de ces combats géopolitiques des puissances telles que les États-Unis, la Chine, la Russie, mais aussi des puissances émergentes comme l'Israël, comme la Turquie. Vous n'avez qu'à voir comment les Turcs ont renforcé leurs relations avec des pays africains. Un exemple le plus frappant, vous avez la compagnie Turkish Airlines, et les commerces entre la Turquie et le Congo a connu un développement significatif et ce n'est pas gratuit. Tous ces pays qui vivent dans un environnement de conflit. Vous prenez la Turquie, l'Israël, l'Iran, la Syrie, l'Arabie Saoudite, tous ces pays, les Liban, tous ces pays vivent dans un environnement de conflits, malheureusement, qui perdurent, donc des tensions permanentes, et tous ces pays ont besoin d'alliés, et surtout des moyens pour leur survie. Alors, l'Israël vient d'abord, comme je disais, dans les domaines de la sécurité, mais aussi des renseignements, parce que tous ces pays ont des tentacules,
dans le pays africain, ils se surveillent. Souvent, c'est l'Israël qui informe les Américains sur certaines activités de l'Iran dans le monde, parce que pour eux, c'est une question de vie ou de mort. J'avais dans le passé fait écho, relayé une analyse faite par un professeur d'université juif sur les réseaux d'Hezbollah en Afrique et au Congo. Ça ne date pas d'aujourd'hui, de l'époque de Mobutu. Vous avez certainement des gens de ma génération qui connaissent ce qu'on a appelé les fameux canafères. Tous ces gens-là étaient des représentants d'Hezbollah, et tout comme l'État hébreu était autour du pouvoir du maréchal Mobutu, il s'est disputé l'influence autour du maréchal Mobutu depuis très longtemps. Donc, ici, c'est d'abord ce domaine-là qui intéresse Israël. Le deuxième domaine, et surtout que nous avons un problème aujourd'hui avec la menace terroriste. Donc, il y a aujourd'hui, c'est clair, c'est établi, il y a un lien entre les Hadef Nalou et certains mouvements terroristes bien connus dans le monde. Ces liens-là, ce n'est plus seulement une suspicion, mais c'est établi. Je venais encore de lire un article écrit par une ONG très sérieuse, qui est un think tank qui s'occupe des groupes terroristes. Donc, c'est établi. C'est vrai que les Hadef Nalou ne sont pas seuls dans le nord Kivu. Il y a des groupes armés de militants locaux, donc des combattants locaux, et nous bénissons Dieu que de plus en plus, il y en a qui déposent les armes, qui sortent, parce qu'il faut les dire, ils sont certainement informés, ils sont au courant que des moyens, des gros moyens seront mis en jeu pour venir de ces groupes armés. Donc, ils ont tout intérêt à déposer les armes maintenant pour ne pas être éradiqués par la force, parce que les États-Unis sont impliqués dans cette lutte. Donc, ils mettront les moyens qu'il faut pour s'assurer que le Nord Kivu est pacifié. Et je crois que c'est une aubaine. Et le président Félix Tshisekedi a compris cela, il me semble, parce qu'il en avait parlé à l'Atlantic Council. Donc, il y a aussi cet élément-là qui est très déterminant, et ça ne laisse pas indifférent les Israéliens. Alors, il y a le domaine de l'agriculture. L'Israël a excellé dans ce domaine. Vous savez, une bonne partie de l'État hébreu, c'est le désert, même s'il y a une partie où il y a la verdure, mais l'Israël est parvenu à transformer la partie désertique à devenir une partie où on pouvait faire des cultures, et la production agricole d'Israël et ils partagent cette expérience. Ils ont de la technologie de pointe par rapport à ça. C'est un domaine dans lequel, en tout cas, la RDC peut profiter, surtout que nous sommes un pays, il faut le dire, à vocation agricole. On ne devrait pas ici, pour continuer, j'ai appris par exemple, les gens continuent au Katanga, ils continuent à importer les œufs de la Zambie, le maïs de la Zambie. C'est une honte. C'est vraiment une honte. Ça ne devrait pas être le cas avec toutes les potentialités de la RDC dans ce domaine-là. Que voulez-vous? Espérons que les choses vont changer. Et en tout cas, dans ce domaine-là, Israël a beaucoup à offrir et la RDC peut en profiter. Il y a aussi le domaine de la santé. Aujourd'hui, les gens vont plus en Inde pour se faire soigner. Bon, moi, je comprends, il y a eu peut-être un marketing dans ce sens-là, mais je vous rassure, dans le domaine de la santé, c'est-à-dire des soins médicaux, l'Israël a une expertise de haut niveau. De haut niveau. C'est une expertise qu'on ne peut pas comparer avec la qualité des soins qu'on a en Inde. Bon, les gens sont attirés là-bas. C'est peut-être aussi un moyen, problème de moyens. Je ne dis pas que les Indiens n'ont pas cette expertise, mais en tout cas, l'Israël, c'est l'un des pays. Si quelqu'un ne fait pas confiance à notre système de soins de santé ici, moi j'ai toujours dit autant aller en Israël qu'en Inde.
Il y a ces domaines-là, donc les 3 domaines dont je vous ai parlé. Il y a aussi le domaine de la communication. Et ils sont très forts dans tout ce qui est matériel de communication. Il faut ajouter cela à ce qu'on appelle IT, donc le domaine de l'informatique, très très fort, l'Israël, hein, très très fort. Donc, je vous ai parlé aussi des renseignements, donc tout ce qui est renseignement, tout ça, ils sont très forts. C'est lié aussi au matériel de communication. Sur le plan militaire, parlons-en, c'est un pays qui a tenu dans un environnement qui lui est très hostile et il y a beaucoup que l'Israël peut offrir à notre pays et nous pouvons, et aussi, ce n'est pas gratuit, c'est dans les 2 sens, et il y a beaucoup que nous pouvons aussi offrir à Israël. Donc, je crois que c'est parti. Israël ne va pas rester en reste, en train d'observer. Je crois que c'est parti. Et le président Félix Tshisekedi a été invité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'ai lu aujourd'hui, hier déjà, et aujourd'hui, la presse d'Israël, tous les organes de presse qui ont partagé cette information disent que le premier ministre israélien Netanyahou a invité le chef de l'État congolais, bien que la date n'est pas encore publiée. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a une date, mais on n'a pas publié cela. Donc, on ne sait pas quand, mais ce qui est sûr, le président Félix, et il avait accepté l'invitation, donc il se rendra en Israël, et ça serait une bonne chose. Et il faut le dire, il y a aussi un côté un peu, j'allais dire sentimental. Quand on parle d'Israël, ça crée une émotion dans les cœurs des chrétiens que nous sommes. Hein? Donc ça, c'est quand on a une perspective, j'allais dire, un peu biblique des choses. C'est une terre de promesses, c'est un pays qui a une histoire un peu exceptionnelle, un peuple qui a aussi une histoire exceptionnelle. Là, je parle pour les chrétiens. Et quand on regarde les historiens, quand ils regardent tout ce que le peuple hébreu a connu, l'Israël en tant que pays, bon, de mon point de vue, c'est un pays, il faut le dire, qui a survécu grâce aussi à Dieu. Et un jour, je me souviens, il y a plusieurs années, alors que je travaillais à l'ambassade de France, j'avais rencontré un Syrien qui était venu voir un ami, une collègue, et puis au restaurant, on a commencé à parler un peu les conflits entre l'Israël, la Syrie et puis le Liban. Je lui ai dit, mais l'Israël est fort parce qu'il est soutenu par les Américains. C'est un Syrien. Il me dit, ce que tu dis, ça peut être vrai, mais le contraire peut être aussi vrai. Peut-être que les États-Unis sont ce qu'ils sont aussi grâce à Israël. Il m'a dit, il faut regarder aussi les choses dans ce sens-là. Et ceux qui ont vécu aux États-Unis, ils connaissent l'influence. Je dis bien l'influence évidente de milliers juifs aux États-Unis. J'étais en train de suivre le professeur émérite, un spécialiste des relations internationales, John Mashmer, qui parlait de l'influence des lobbies juifs aux États-Unis. En fait, rien ne leur échappe, hein, à partir du Capitole jusqu'à la Maison-Blanche, jusqu'à même dans la presse. Je vous recommande un documentaire sur le lobby juif. Vous allez voir, c'est pour cela quand Netanyahou va aux États-Unis, sur le plan diplomatique, c'est toujours un succès. Vous avez vu comment Donald Trump, il a reconnu que Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Aujourd'hui, on parle des auteurs de Golan. Tout ça, ça n'arrive pas par hasard. Il y a un travail qui s'est fait. Il y a les évangélicaux aux États-Unis qui soutiennent. Donc, il y a des voyages, il y a des collectes de fonds que l'on organise, il y a le lobbying qui s'est fait. Rien dans l'administration américaine, en ce qui concerne leur politique, notamment dans cette région-là du Golfe, mais particulièrement leur politique étrangère vis-à-vis d'Israël, rien ne s'est fait qui puisse gêner les intérêts de l'État hébreu. La remise en cause de l'accord signé entre l'Iran et le reste des pays occidentaux sur l'énergie nucléaire, la production d'énergie nucléaire en Iran. Vous savez, Donald Trump a carrément foulé aux pieds
ces accords. C'est suite à quoi? Parce que l'Israël, les services secrets israéliens étaient parvenus à donner de nouvelles informations sur la continuation de ces programmes nucléaires par l'Iran en secret. Et aussitôt, Donald Trump n'a pas hésité à rompre ces relations en menaçant, en mettant encore l'Iran sous sanction et en menaçant tous les pays qui vont essayer de coopérer avec l'Iran. Et si vous voulez vous rendre compte de l'influence des États-Unis, c'est surtout dans le domaine du commerce. Ils règnent en maître, je vous dis, dans le domaine du commerce, ils règnent en maître. C'est eux pratiquement qui fixent les règles du commerce dans le monde. C'est vrai qu'il y a la Chine maintenant qui est en train d'essayer un peu de faire bouger les lignes, mais les Américains restent sur ce point encore très puissants. Mais en dessous là-bas, vous allez voir que l'État hébreu a un jeu important à jouer. Donc voilà, bref, sur le plan géopolitique, comment ça peut être aussi, parce que qu'on le veuille ou pas dans ce monde, les non-alignés n'existent pas. Hein. Même quand il y avait les mouvements des non-alignés, c'est faux. Vous devez prendre position pour un camp ou pour un autre. Et en prenant position pour un camp, vous faites, si vous êtes allié des T, des X, vous faites ennemi des Y. Si vous êtes allié des Y, vous faites ennemi, sans le vouloir, des X. C'est ça la règle du jeu sur le plan international. Non aligné, ça n'existe pas. Donc la RDC devait prendre position. Nous savons par exemple l'Angola a renvoyé tous les diplomates qui avaient pris part à la cérémonie de la reconnaissance de Jérusalem en tant que capitale d'Israël. L'Afrique du Sud avait protesté, mais la RDC a pris position et avec, quand je dis a pris position, c'est-à-dire avec ces contacts téléphoniques, nous pensons que les relations diplomatiques vont être élevées à un niveau le plus élevé. Alors, venons-en à notre deuxième sujet. J'ai dit Fayoulou refuse d'être mis en marge du jeu politique. C'est surtout par rapport à ce qui s'est passé à Bruxelles et aussi son arrivée à Kinshasa. Il a fait un meeting. Il est clair, nous n'allons pas entrer dans les détails parce que je n'ai pas assez de charges. M. Fayoulou, je l'avais dit une fois, M. Fayoulou et le président Félix Tshisekedi, ce sont les deux grands bénéficiaires de Genève. Les deux grands bénéficiaires. Et la suite l'a montré. Je l'avais dit que Fayoulou ne sera plus le même. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, c'est un leader qui compte. Et ceux qui l'ont soutenu, pensant qu'ils avaient les contrôles sur lui, ils se rendent compte, sans que Fayoulou le dise, que Fayoulou refuse de mourir, refuse d'être mis en marge des jeux politiques. Il était à Bruxelles, pratiquement à Thônes, à Faune. Il est rentré, ils ont fait la mobilisation. Aujourd'hui, ça gêne, hein, je vous dis des choses vraies, ça gêne ceux qui pensaient être séparés au niveau du Congo, dont notamment Moïse Katumbi, pour les citer, et l'ancien vice-président Jean-Pierre Mbemba. C'est devenu un phénomène incontrôlable pour eux. Et Fayoulou, vous savez, les CID, ce n'est pas un grand parti, hein, ça il faut le dire. Je l'ai dit à la lumière de nombre de députés qui a décidé au niveau du Parlement et des autres institutions parlementaires dans le pays. Mais l'homme Fayoulou est parti. Maintenant qu'il est parti à l'occasion, c'était par défaut, parce que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Mbemba étaient écartés de la course pour des raisons que vous connaissez, par la CENI et la Cour constitutionnelle. Il fallait qu'ils trouvent quelqu'un, et ils se sont mis d'accord, c'est Martin Fayoulou Madidi, qui a un passé dans la politique, il faut le dire, mais qui n'avait pas l'importance qu'il a aujourd'hui, le poids politique. Alors, aujourd'hui, Fayoulou, c'est un phénomène qui dépasse les cadres de l'AMUCA, enfin, du moins de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Mbemba. Et ça le gêne, je peux vous le dire. Du moins, du côté de Moïse Katumbi, vous voyez ces lieutenants sortir, dire clairement certaines choses dans les médias, n'étant pas d'accord avec lui. Du côté de Jean-Pierre Mbemba, on est encore patient, on essaie un peu de les ménager, mais je parlais avec un cadre du MLC, il dit mais ça nous gêne parce qu'après tout, à Kinshasa par exemple, après l'UDPS, c'est les MLC et Fayoulou semble trouver sa place au niveau de Kinshasa. Donc,
au-delà du pouvoir, hein, parce que les gens sont plus focalisés, ils voient un certain antagonisme entre Fayoulou et Félix Tshisekedi, mais ça, c'est ce qui est visible. Mais ceux qui souffrent à l'intérieur de la Mouka, ils sont nombreux. Et ils n'arrivent plus, comme je l'ai dit, à garder le silence. Hein? À garder le silence, mais ils font un effort pour présenter une façade d'unité entre eux. Parce que c'est bon pour eux, pour tout le monde. C'est bon pour eux. Alors, Fayoulou est j'allais dire, dans une démarche de survie. Hein? Il ne veut plus rentrer à la place qu'il avait avant. Et pourquoi? Parce que, bon, l'occasion lui était donnée en politique. Il faut savoir saisir les opportunités. Aujourd'hui, ça gêne plus, contrairement à ce que les gens pensent, Fayoulou gêne plus ses alliés de la Mouka. Et regardez, suivez encore les communiqués qui étaient lus par le professeur Matungulu. 2 jours après les réunions, c'est un communiqué laconique. On se pose la question comment des gens, des acteurs politiques de ces rangs pouvaient faire 2 jours pour venir produire un tel petit texte. Ça démontre la difficulté qu'ils avaient à se mettre d'accord. Et même la formule de la présidence tournante là, c'est clair qu'il y a un problème, il y a un conflit de leadership, c'est clair. Mais ça ne va pas tarder, quelqu'un va prendre le dessus, ou bien alors, ils vont se séparer. Mais ce qui est probable, sans être prophète, dans les tout prochains jours, ça sera une rupture. Elle est en train de se faire graduellement. Hein. J'ai suivi encore M. Christophe Ntundula, il y a quelques jours, il y a 2 jours, il était sur B1. Je l'ai suivi à fond. C'est clair qu'il y a une rupture qui couvre, mais c'est comme un couple qui veut donner l'impression au public que nous sommes encore ensemble, mais dans la maison, ils n'habitent plus la même chambre. Hein? Donc, c'est un exemple que je donne. Et chacun dans sa chambre, voilà. Donc, ce qu'on appelle communément séparation du corps. C'est ça ce qui se passe au niveau de la Mouka. Alors, nous attendons la communication de M. Moïse Katumbi. Son porte-parole a promis à M. Olivier Kamitatou. Nous croyons que cette communication va davantage éclaircir les choses de la situation qui se passe au sein de la Mouka. Du côté du MLC, ils doivent continuer à jouer les jeux comme étant mélangeant Fayoulou parce que Jean-Pierre Mbemba, son retour, n'est pas encore très assuré, même si légalement, il a droit de rentrer. Il était rentré ici, accueilli par une foule immense, par ses partisans. Il a droit de rentrer, et surtout sous ce pouvoir de M. Félix Tshisekedi. M. Fayoulou tient des meetings publics. Il a un langage très critique, qui à la limite est un peu insultant contre le président de la République. Mais cela est sans conséquence. Bon, les gens se posent la question jusqu'à quand? Mais en tout cas, jusque-là, le pouvoir de Kinshasa, sous la houlette du président Félix Tshisekedi, a fait preuve de beaucoup de tolérance, et ceci était un élément enrichissant de la démocratie, sauf qu'il ne faut pas qu'on en abuse, il ne faut pas qu'on incite les gens à la violence, ce que l'on craint, parce que la démocratie va ensemble avec la responsabilité, avec le respect des lois. Hein. Donc, nous espérons que les opposants joueront ces jeux démocratiques, surtout M. Martin Fayoulou. Donc, voilà pourquoi nous disons, il refuse et il va jouer ces jeux à fond. Et je crois qu'au niveau de la Mouka, il a le vent en poupe, même si dans sa communication, il y a des incohérences par moment. Moi, je l'ai suivi, j'allais dire religieusement, toute sa tournée, surtout aux États-Unis, parce que je me disais, les grands interlocuteurs, c'était à ce niveau-là. Il est allé à CSIS, hein, donc c'est un centre d'études stratégiques et internationales, c'est basé à Washington. Il a parlé de comment les élections étaient chaotiques, et comme solution, il a proposé un dialogue élargi, je reprends ce terme, entre lui, un dialogue élargi qui comprendra le président Félix Tshisekedi, M. Joseph Kabila, ancien chef de l'État, et lui-même. C'est déjà une façon de se positionner. Il est allé à Harvard, c'est pratiquement
la même recette qu'il a amenée comme solution. Bien sûr, à côté de cela, il dit si ça ne se passe pas, eh bien, il a même utilisé un terme dans un organe de presse où il a dit s'il n'y a pas un tel dialogue, la RDC va exploser. Mais je pense qu'il est réaliste, il met la barre très haut, mais ce qu'il cherche, c'est qu'il puisse se retrouver autour d'une table. Ça me semble très peu probable. En tout cas, si tel était le cas, l'administration Donald Trump allait encourager une démarche, clairement, mais il me semble qu'ils ont les caps est fixé, c'est de progresser avec le président Félix Tshisekedi parce qu'ils ont un programme ambitieux, il y a ce qu'on appelle le partenariat, le strategic partnership qui est mis en place, donc c'est le partenariat stratégique, et donc pour les Américains, c'est pas un enjeu important de mettre les Congolais autour d'une table pour parler de la crise électorale, surtout qu'il n'y a pas eu de preuves, tant du côté de la MOUCA que même de la CENCO, qui, il faut le dire, est beaucoup plus en proximité avec la MOUCA. Et donc voilà, c'est très probable, mais sur le plan interne, c'est pour cela d'ailleurs sa tournée n'était pas vraiment un succès, contrairement à la tournée du chef de l'État, il faut le dire, c'était un succès. Nous ne voyons pas les succès en termes de rencontre avec Donald Trump. Quand vous êtes aux États-Unis et que vous rencontrez les secrétaires d'État américains, et quand vous rencontrez les responsables, donc les conseillers spéciaux en matière de sécurité du président américain, M. John Bolton, quand vous rencontrez la patronne de la CIA, il n'y a pas mieux que ça. Je vous épargne le congressmen, le millier d'affaires. Les États-Unis, c'est un pays capitaliste. Et quand vous rencontrez le millier d'affaires, des patrons, et des gens tels que vous rencontrez des grands miniers, Barrick Gold et les autres, donc cela est suffisant. Vous avez suffisamment du plat sur votre assiette pour vous rassasier. Donc, de ce point de vue, c'est un succès. Alors, mais je pense qu'il est en train de jouer un jeu pour qu'il ne soit plus facile. Et ça ne sera pas facile à ses alliés d'hier. Chacun le fera en son temps. Pour l'instant, même a intérêt de le ménager parce que Moïse, par ses lieutenants qui attaquent, qui veulent les descendre, parce qu'ils affichent clairement vouloir jouer le rôle de leadership au niveau du Parlement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. D'abord, j'étais informé bien avant, et que même dans les différents contacts au niveau diplomatique, au niveau des États-Unis, chaque fois qu'il y avait des contacts ici, notamment Pitafam quand il est venu, Tibor Nagui, la situation de Moïse Katumbi était évoquée, je vous dis la vérité. Donc, il a mis les paquets doubles pour jouer le rôle de leader de l'opposition, chose que semble envier aussi, sans le dire, les MLC, mais aussi Martin Fayulu ne veut pas rester, on reste, au regard de sa position en tant que candidat lors des dernières élections. Donc, l'avenir nous le dira, mais la MOUCA, je vous dis, c'est un couple où les conjoints, en tout cas, ne s'accouplent plus. Je clôture par là. Mais non, sur ce point-là. Alors, à quel jeu joue Kabila? Kabila, c'est quelqu'un qui joue pour sa survie. Ça, il faut retenir. C'est quelqu'un qui joue pour sa survie, d'abord, mais avec l'idée ou l'ambition cachée, si les circonstances dans l'avenir le permettent, Kabila voudrait revenir. Il ne pourra faire cela que si on change, on modifie, on amende la Constitution. Mais, entre-temps, il est resté dans les tapis, il s'est assuré qu'il ait le contrôle notamment des assemblées provinciales et par ricochet donc les exécutifs des provinces, mais aussi au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ceci le met dans une position de quelqu'un qui reste dans les affaires sur le plan exécutif par la présence des membres d'IFCC dans le gouvernement, mais aussi
dans les autres institutions, notamment dans la territoriale, mais aussi les institutions parlementaires, comme j'ai dit. Mais entre-temps, ça peut être aussi un mythe. C'est une façon, parce qu'il a une fronde dans son camp qu'il gère. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'il y a les trop-pleins dans son camp. Mais les gâteaux de plus gros comme il était avant, il doit les partager avec cash. Hein. Il doit les partager avec cash. Et c'est là pour sa survie. C'est tout ça. Alors, Cash est conscient. Hein, donc, les camps de président Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe et d'autres alliés, ils sont conscients que Kabila ne peut respirer que s'il les laisse quelque part faire. Mais il n'a pas l'intention de les laisser faire tout. C'est ça la position de Kabila. Mais entre-temps, tant qu'il peut survivre pendant un temps. Mais 5 ans, c'est beaucoup. 5 ans, c'est beaucoup. J'ai toujours dit, main sur cœur, c'est un mariage qui tient au fil. Quelqu'un va prendre le dessus. Quelqu'un va quitter le toit. Hein? Donc, c'est aussi un peu comme la Mouka, c'est déjà dans un état avancé de séparation. Ici, c'est un nouveau mariage, mais qui montre déjà ses difficultés. Une cohabitation difficile, très difficile même. Alors, sur le plan externe, Kabila c'est pratiquement, politiquement, il est mort. Sur le plan interne, au niveau de la rage dans la population, c'est quasi inexistant. Mais Kabila n'a jamais vécu politiquement grâce à la population. Il a vécu politiquement grâce à ses appuis à l'extérieur et à la mainmise sur ou la caporalisation des institutions du pays. Particulièrement parce qu'il ne faut pas que les gens oublient. Quand les gens parlent du Sénat, de l'Assemblée nationale, c'est vrai que ce sont là des instruments, des leviers politiques qui lui permettent de manœuvrer les choses, mais ce n'est pas ça qui les faisait asseoir au pouvoir. Où il ne compte pas autant sur ces institutions que sur l'armée, les services des renseignements et la police. Je le répéterai toujours, la dictature ne vit pas grâce aux institutions parlementaires qui, du reste, vous le savez, les élections législatives depuis 2006, 2011 jusqu'à aujourd'hui, la tricherie n'a pas commencé en 2018. C'était toujours la tricherie, mais c'est surtout l'armée, la police et les services des renseignements. Et à l'époque, c'était aussi la diplomatie. Donc, sur les alliés extérieurs, à cela, il faut ajouter parce qu'il fallait entretenir tout ça. Donc, les moyens financiers, les moyens économiques aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu ses piliers de l'extérieur. Parce que les Américains ont pesé de tout leur poids, en conjuguant avec les efforts consentis par les Congolais eux-mêmes, les partis politiques, la société civile, l'Église catholique à un moment donné, et les États-Unis en particulier. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des pays tels que la Belgique, la France à un moment donné, mais nous savons tous, ils n'étaient pas prêts à aller si loin, comme l'ont fait les Américains. Alors, il a perdu un grand allié. Et dans 5 ans, je vois mal Kabila avoir la même capacité de survie. C'est vrai que c'est un gars qui rebondit quand on attend le moins. Je reprends ici les termes de Thomas Perriello qui a dit c'est un gars qui a une capacité de survie extraordinaire. Quand vous le croyez mort, il trouve toujours un moyen pour rebondir. Mais cette fois-ci, il faut le dire, il a perdu un grand allié et il a perdu la présidence de la République. Ça, c'est un fait. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Il a reçu le gouverneur à Kingakati. Mais écoutez, le FCC, c'est un fait privé. C'est un fait privé. Ils ont droit de se rencontrer dans le cadre de l'IFCC. Les caches, les ferrés, ça serait la même chose. Hein? Donc,
Les gouverneurs ne sont pas allés là-bas en tant que gouverneurs, ils sont allés là-bas en tant que cadres du FCC qui ont été élus. Voilà. Après leur victoire, hein, dont je ne vais pas donner les détails ici, ils devraient rentrer vers leur chef, ce qui est normal. Mais au-delà de tout cela, comme je le disais, il n'a plus la présidence de la République. Vous savez, les Congolais, nous devons, bon, ce n'est pas tout le monde, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Les États connaissent la vérité sur d'autres États par les services des renseignements. Un État comme Israël, si vous n'êtes pas au pouvoir, Netanyahou ne prendrait pas son téléphone pour parler à un pantin. Hein? Les gens qui connaissent un peu les services des renseignements, comment ils fonctionnent dans le monde, vous ne pouvez pas citer 5 services des renseignements dans le monde sans citer les Mossad. Et surtout pas la RDC, hein? Parce que c'est l'un des pays, j'allais dire, qui a un système de renseignement le plus poreux. Hein? Donc, ils savent ce qui se passe ici. Ils connaissent le pouvoir de l'actuel chef de l'État. Je parle de la présidence. Et il le tient bien. En tout cas, jusque-là, il le tient bien. Et Kabila, comme je l'ai dit dans l'analyse passée, il connaît la ligne qu'il ne doit pas traverser. C'est pour cela qu'il maintient un peu ces gens, hein, en leur disant, bon, écoutez, il faut collaborer avec les nouveaux chefs de l'État. Je ne dis pas que ça va rester comme ça, non. Mais c'est quelqu'un aussi, comme je l'ai dit, il entretient un mythe auprès de ces gens, de ces lieutenants. C'est de leur donner, et même de l'opinion, de donner l'impression que je ne suis pas encore mort. Au-delà des gouverneurs qu'il a pu placer, de l'Assemblée provinciale et nationale, mais il veut aussi projeter une masse. C'est une communication pour montrer que non, je suis encore là. Pourquoi? Parce que si l'on se rend compte qu'il a perdu telle chose ou telle autre, eh bien, vous connaissez les hommes politiques congolais, ils vont les quitter le même jour. Il entretient un mythe, un flou, faisant croire, sans le dire, qu'il va rebondir, qu'il va revenir à la présidence de la République. Pourquoi il entretient cela? Parce que l'unité de son groupe en dépend. Kabila connaît les acteurs politiques congolais. Il a été au pouvoir pendant 18 ans. Il connaît. Il connaît les acteurs politiques congolais. Et il sait comment les garder dans l'enclos. Même quand ils sont dans l'enclos, ils savent que tous ces gens-là, ils ont les yeux entre-temps, ils regardent, ils scrutent d'autres horizons. Beaucoup l'ont fait. Retenez ce que je vous dis, beaucoup l'ont fait parce que c'était beaucoup plus facile pour eux d'être sénateurs, d'être députés, d'être gouverneurs. Mais maintenant qu'ils ont ces postes, retenez-les aujourd'hui. Dans 5 ans, vous allez apprendre que beaucoup ne vont plus manifester la même loyauté vis-à-vis des Kabila. Retenez-les. Parce que pour eux, c'est aussi une question de survie politique. Ils s'adaptent. On l'a vu avec des Mobutistes, au départ des Mobutu. Combien se sont accrochés au nouveau système? Parce que c'est une question de survie pour eux. Il y en a qui n'ont jamais exercé un autre métier, une profession dans la vie. Donc, c'est devenu des politiciens, des carrières. Il peut avoir appris les droits, il peut avoir... Mais toute sa vie, il n'a vécu que comme politicien, donc c'est devenu quelque chose de vital. Retenez ce que je vous dis, cette unité, elle est de façade. Et Kabila le sait, ces gens le savent. Seulement pour l'instant, il a trouvé le moyen, donc il y a comme un mariage d'intérêt. Ils ont obtenu des postes, comme on dit en anglais, let's wait and see. Alors, ma batterie, j'ai déjà consommé la moitié de la charge. Je vais prendre des questions à gauche et à droite.
Je ne saurais pas répondre à tout le monde et des commentaires, mais s'il vous plaît, cette page n'est pas là pour des insultes, des attaques personnelles. Non, moi je ne suis pas d'accord avec les attaques personnelles, des polémiques qui ne cadrent pas avec les sujets, ça amène la distraction. Ce n'est pas une plateforme pour que les gens viennent s'attaquer. Je suis en train de faire une analyse, ça peut être correct, comme ça ne peut pas être correct, mais j'ai le droit à l'erreur et les gens ont droit aussi à donner leur point de vue. Je l'ai toujours dit, une analyse, ce n'est pas une prophétie. C'est faire l'étude d'une situation dans les détails et essayer un peu de faire une prédiction. C'est tout ce que moi j'ai fait. S'il faut rentrer dans le passé, je rentre dans le passé, je creuse là-bas, je regarde la situation dans le présent et par rapport à cela, je étudie la dynamique des choses et j'essaie de dire qu'est-ce qu'il y aura demain. Je l'avais dit bien avant que, en dépit de tout ce qui pouvait être apparent, je l'avais dit de mon point de vue et sans sentiment que M. Félix Tshisekedi sera le prochain président de la République après M. Joseph Kabila. Bon, chacun a sa façon de présenter. Il y en a qui ont parlé des dauphins. Je disais il y a quelques jours, alors qu'on causait avec des amis, j'ai dit, je les répète, ce n'est pas Kabila qui a mis M. Félix Tshisekedi au pouvoir. Pas du tout. Ce n'est pas connaître l'homme et ne pas connaître la politique. Pas du tout. Kabila a été contraint de quitter le pouvoir. Je dis bien contraint de quitter le pouvoir et il ne pouvait pas, lui, choisir librement celui qui devrait les remplacer. En tout cas, s'il avait à choisir, ça l'aiderait d'abord lui-même, ensuite, ça serait Chadari. Donc, ce n'est pas vrai, mais que voulez-vous? Chacun a sa lecture des choses. Allez, rapidement, et pour des raisons que j'avais expliquées, tout ça, voilà, c'est comme s'il y a problème avec les lives. Or, donc vous ne me suivez pas, hein? Ça c'est Desmond Kanstutu. Bon, apparemment, moi je vois les gens sont branchés, je vois même des gens qui font les j'aime ou les likes. Bon, peut-être qu'à un moment, dans le cours de ce direct, à un moment donné, il y avait interruption. Alors, là, le garçon, quand elle a dit Wana Kalasiko était éco-migrant déjà. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Tous ceux qui m'ont salué, je n'ai pas eu l'occasion de reconnaître les 10 premières personnes qui se connectent. Sinon, direct comme c'est la tradition. Mais écoutez, je suis en train de gérer la charge. Parce que je dois rester branché après. De l'égard qui m'aide. Alors, bonjour Ndeko Anglo Congo, ça c'est Kabongo. Emmanuel, il dit, et Dieu prend soin de toi. Ah, merci, merci. Wow. En tout cas, il le fait toujours, mais surtout encore à ta demande, je crois, Dieu continuera à le faire. Fiston de gloire, il dit Anglo Congo, content de suivre tes analyses ce matin. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très content pour ce feedback. Il y a qui ici? Je vois là, je ne peux pas les passer sous silence. Anthony de son père, pendant que je regarde, Fiston Gloire, Marcel Bondo, Honorable Abakouk, c'est qui encore? Voilà. Parce que s'il n'y a pas de questions, je cite des noms et puis on arrête. Hélène Ongenda, voilà. Il n'y a pas beaucoup de questions aujourd'hui et de commentaires. C'est bien, ça veut dire que les gens nous ont compris, qu'on est sur la même page, j'espère. En tout cas, là, je fais la dernière ronde pour voir. Il y a des gens, des noms. Oh! Toponi Congo, il dit Kabila séjour vraiment du peuple congolais. Entre-temps, je les salue, ça fait quand même une belle lurette. Augustine Nicole Kalonga, je vous salue. Kakwata Angunza, je vous salue. Il y a
Des Bams, Dominique, je suis totalement d'accord sur l'entretien d'un mythe. Voilà. Là, c'est un commentaire par rapport à l'analyse de politique. On dit Anglo-Congo, selon vous, pourquoi la nomination du Premier ministre bloque A? Merci beaucoup, Toponi. Ça, c'est une question pertinente. Et je pense que c'est... Bon, c'est aussi une difficulté, hein, de plus dans ces nouveaux mariages entre les FCC et les CACH. Le poste de Premier ministre est très stratégique. Chacun est conscient qu'à un moment donné, il y aura des difficultés, il y aura peut-être la rupture. Et donc, on ne va pas les donner ces postes à n'importe qui, même si aujourd'hui, les FCC, notamment par la bouche de Obé Minako, que j'avais suivi sur RFI, dit qu'il est clair que le Premier ministre viendra du FCC, mais nous avons la jurisprudence. Au moment de l'application de l'accord de Saint-Sylvestre, du moins dans la partie qu'on a tenté d'appliquer, il était dit que le président de la République devrait nommer le Premier ministre qui lui sera présenté par l'opposition. Il avait demandé 3 noms. Et il s'était donné la liberté de choisir qui il veut, je crois. Aujourd'hui, ça se retourne contre lui, parce que bon, c'est aussi une information. Le président de la République voulait 3 noms, il ne voulait pas qu'on lui présente un seul nom. Il voulait avoir la liberté de choisir qui il veut, venant de l'IFCC. Mais aussi, apparemment, ils ne sont pas seulement en train de préparer, enfin de chercher à donner le nom du Premier ministre. C'est comme si les entretiens, les négociations continuent jusqu'à la mouture du gouvernement qui devrait entrer. Mais il y a aussi des pesanteurs venant de l'extérieur. Vous savez, il y a des gens de l'FCC qui, à mon humble avis, ont été sanctionnés, d'autres sont très mal réputés. Et je continue à les dire que les sanctions sont encore en route. Ça sera du lourd. Hein? Alors, mais entre-temps, pendant ce temps, ça permet au président de la République, ça lui laisse un espace et il occupe ça lui laisse un espace, il occupe cet espace, lui et son directeur de cabinet, de réaliser un certain nombre de choses parce que l'État continue. Parce qu'avec Tchibala, ils ont un Premier ministre faible, hein, qui ne peut pas prendre de l'initiative. Donc, le pouvoir est entre les mains de la présidence maintenant et qui réalise un certain nombre de choses. Cela, il faut voir les 100 jours. On comprend maintenant la stratégie, c'était de ne pas avoir un Premier ministre pendant les 100 jours. Parce qu'un Premier ministre viendrait avec un programme, hein, ce qui pourrait un peu... ça pourrait faire un clash ou bien un chevauchement avec les 100 jours. Donc, ça permet au président de la République, c'est à son avantage sur le plan politique, mais je dis aussi à la lumière de ce qui s'est fait sur le terrain, parce que c'est du concret, c'est à l'avantage aussi de la population. Il marque la population. Hein, le pont qu'il est allé inaugurer dans la province orientale. Hein, donc ça, c'est du concret. Les tronçons de routes réhabilités, hein, l'électrification au niveau de la réhabilitation de l'éclairage public et l'électrification de Kikwit, c'est une réalité. Donc, c'est à l'avantage du ticket gagnant, enfin, je prends l'air terme, hein, on dit cash, et si jamais un Premier ministre venait, ils auraient déjà fait quelque chose et ils sont en train de mettre la barre. Le Premier ministre qui viendra, s'il fait en dessous de ce qu'ils ont fait, ça sera évident aux yeux du public, donc il sera obligé de faire comme eux ou au-delà, faire comme le président de la République qui a le soutien de son cabinet avec en tête le directeur de cabinet, M. Vital Kamerhe. Je crois que c'est une stratégie politique au-delà des difficultés sur le nom, tout ça. Et c'est là où j'ai dit le président de la République joue à fond. Hein. Il a les leviers de ce côté-là, il joue à fond. Personne, c'est clair, il ne pouvait pas faire ça s'il n'a pas les mains libres. Il a prouvé que personne ne peut les contraindre à nommer le Premier ministre, hein, à moins que ce soit le Sénat et l'Assemblée nationale. Peut-être bientôt là, nous aurons un Premier ministre, mais MCC en tant que groupement politique n'avait pas ce pouvoir. Ça doit se faire dans les cadres des institutions. Et il en a profité pour, comme je l'ai dit, réaliser les 100 jours.
Mais je pense que nous aurons un Premier ministre dans les jours à venir. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Beaucoup de gens m'ont demandé une box. C'est qui? Bon, je ne sais pas. Il y a des noms qui sont cités. Mais tout ça, c'est de la spéculation. Le président de la République aura 3 noms et cela relève de son pouvoir discrétionnaire. Donc, il aura choisi parmi les gens qu'on va lui présenter. Alors, il y a qui? Rapidement. Ah là 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 là. Je ne sais pas si on va terminer. Hein. Si j'aurai même le temps de vous dire au revoir. Est-ce que, ça c'est Elton El Kassou Kabombidi, est-ce que Fathi a réussi à faire basculer l'armée et à sa guise? Oh, bon, d'abord, ce n'est pas un renseignement militaire que je donne. Dans les normes, hein, donc l'armée est apolitique. Mais nous savons qu'au Congo, vu le comportement de l'armée, surtout des officiers supérieurs, on peut dire qu'il y a des gens qui sont dans l'armée qui doivent leur présence, leur position, leur poste dans l'armée, grâce à Joseph, qui doivent cela à Joseph Kabila. Ces gens-là, nous savons qu'ils ne sont pas politiques. Mais écoutez, quand on fait la lecture, hein, je ne sais pas, hein, pour vous dire, mais quand on regarde les choses, Joseph Kabila n'a pas pris soin très bien de notre armée. Il est tombé dans l'erreur qu'avait commis Mobutu, c'est de créer une armée dans une autre. Bon, il n'a pas créé, mais en tout cas, s'occuper beaucoup plus d'une frange de l'armée que de toute l'armée. Et je n'ai pas craint de le dire, c'est la créée des mécontents, qu'on le veuille ou pas. Hein, qu'on le veuille ou pas, il y a des mécontents, parce que les militaires, après qui preste, il rentre à la maison, il fait face à la situation de la vie sociale comme tout le monde. Il a un salaire, ils ont des conjoints, ils ont des enfants. Voilà, ils vivent dans la société. Hein, le président de la République est allé dans le camp militaire. On a vu les écoles des enfants des militaires, dans quelles conditions ils étudient. Hein, et bref, de ce fait-là, on ne va pas s'attendre que ces militaires vont dire que non, nous sommes toujours du côté des Kabila. C'est lui qui fera mieux pour eux si jamais ils sont encore dans la mentalité d'être un peu apolitique, orienté politiquement, ils le suivront. Mais aujourd'hui, ils servent les drapeaux sous les commandements, c'est clair, de l'actuel chef de l'État. Mais, comme nous le savons, il y aura une réforme de l'armée. Dans les 5 ans ici, il y aura la réforme de l'armée et les Américains, ce n'est pas un secret, hein, ils sont prêts à mettre la main dans la poche pour appuyer la réforme de l'armée. Et c'est une question pour eux aussi de créer un environnement où ils peuvent venir bien investir, mais aussi pour des intérêts sécuritaires des États-Unis. Et quand on vous parle des mouvements terroristes, dans le Nord Kivu, c'est pourquoi? C'est pas seulement pour tuer. Ils sont au Congo, pas seulement au Nord Kivu. Beaucoup d'activités économiques et commerciales ici qu'est-ce que j'ai dit au Congo, enfin je voulais dire chez nous au Congo, c'est tenu par des gens qui soutiennent, comme je l'ai dit, certains mouvements qui menacent l'existence des autres États. Hein. Donc, alors, de ce point de vue, on ne peut pas laisser la RDC, avec les ressources qu'il a, que son armée ne soit pas réformée. Allez, est-ce que j'ai encore le temps? Et mais je vous dis, après la visite de son excellence Félix Tshisekedi aux États-Unis et une invitation pour se rendre à Israël, dans 5 ans, la RDC sera comptée parmi les grands. C'est un point de vue. Ça ne suffit pas. Mobutu avait fait toutes ces visites. Il était l'enfant chéri d'Israël à un moment donné, des Américains. C'est pas pour autant, non. Enfin, il y a un moment, les Aïrs étaient grands, mais c'est pas pour autant qu'à tout moment, nous étions grands. On est resté grands comme un mythe, mais en réalité, il n'y avait plus rien au pays. Hein. Nous sommes maintenant aujourd'hui très loin de certains pays, même de l'Afrique centrale. Allez, Marie-Lovette Njeka Njemba, ça c'est une belle sœur, hein, donc c'est par son nom. Quel est votre avis sur la présence de François Béat? Wow, question pertinente. Wow. Nous avons eu l'occasion de parler de M. François Béat, qui était le DG de la DGM, donc la Direction générale des migrations. Aujourd'hui, il est le conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République.
D'abord, parlons du point de vue carrière. C'est un monsieur qui a évolué, qui a été formé, hein, il faut le dire, dans les meilleures écoles des renseignements. Je ne vais pas dévoiler les choses ici. Et puis, vous n'avez à voir que sa discrétion, ça prouve. C'est comme le numéro D de l'ANER, à la différence des Calèves. Le numéro D de l'ANER, enfin, c'est lui qui était le numéro D, qui est maintenant le numéro 1. Il a été là dans le service des renseignements depuis très longtemps, mais les grands publics ne les connaissaient pas. Hein, c'est là. Donc, quand on a un tel profil, ça prouve que c'est un monsieur qui a été formé. C'est tout là, ça s'appelle service secret. Monsieur Béat, c'est le cas. Un homme très discret. Moi, j'ai eu l'occasion de saluer, mais on n'a jamais eu un entretien. Enfin, on s'est rencontrés quelque part dans un pays étranger, mais on n'a jamais eu le temps d'échanger. C'est un monsieur très, très discret, même dans sa vie privée. Un monsieur qui a été formé. Il a été là depuis l'époque de Mobutu. À l'époque de Mouzé, il a eu des problèmes. Et il est allé à l'étranger. Et quand Joseph Kabila a pris le pouvoir, il est rentré. Et depuis lors, il est resté dans le sérail du renseignement. Je pense qu'à côté du chef de l'État, c'est un atout. Hein, c'est un atout d'avoir un tel homme. Maintenant, parce qu'il y avait la volonté d'humaniser, j'emprunte les termes du chef de l'État, les services des renseignements, je pense que tous vont essayer de suivre la ligne tracée par le chef de l'État. Bon, il est l'une des rares personnalités qui était dans les services des renseignements, qui n'est pas citée, enfin quand je ne dis pas citée, c'est trop dire, mais qui n'a pas été sanctionné. On l'a vu aux États-Unis, un homme très discret au point que sa trace n'est pas toujours visible, mais je pense que c'était un atout. Hein, pour l'instant, c'est un atout. On ne va pas amener des gens qui ne connaissent pas le pays, la sous-région, parce qu'il a aussi une très grande connaissance au niveau de la sous-région. Pour l'instant, c'est un atout, à mon humble avis. Et nous espérons que les rapports sur les droits de l'homme, dont les respects des droits de l'homme vont évoluer. Maintenant, c'est un peu stagnant. On vient de publier le tout récent. Ça n'a pas beaucoup changé. Et cela relève du fait que certaines habitudes sont encore là, mais ça n'a pas, elles ne se sont pas aussi beaucoup, elles se sont pas détériorées. Donc, nous espérons que dans les jours à venir, il y aura un changement significatif. Mais il a, en fait, dans la position actuelle, c'est un conseiller. Hein, c'est un conseiller. Il n'a plus en charge une direction ou un département. Non. Ici, là, il souffle à l'oreille du chef de l'État concernant la sécurité du pays. C'est le chef de l'État qui décide. Donc ça, il ne faut pas oublier ça. Donc c'est le peu que je pouvais dire, à mon humble avis. Anglo-Congo, ça c'est Pierre Kamunimo. Bonjour Pierre, ça fait très longtemps, Anglo-Congo. Pensez-vous que Fayoulou sera présent aux obsèques de Tshisekedi? Je crois, oui, je crois. Et puis, bon, écoutez, le président Félix Tshisekedi, il est très, politiquement, il est très élégant, hein, très courtois, qui eût cru avec le discours du cardinal Mosengo, du monseigneur Ambongo. C'est vrai que ce sont des religieux qui pouvaient les rencontrer, mais apparemment, c'est un homme de dialogue, un homme qui aime la réconciliation, je dis apparemment. En tout cas, jusque-là, il a posé des gestes qui le prouvent. Le fait même que et il le disait dans sa campagne, ça sera la réconciliation, pas la chasse à l'homme. Hein, donc, le fait qu'il s'est rapproché pour l'intérêt du pays, comme il dit, parce qu'il faut gouverner avec le FCC, il s'est rapproché avec Joseph Kabila, il y a un prix à payer sur le plan politique. Et donc, s'il paye se rapprocher de Joseph Kabila, et pourquoi pas avec Martin Fayoulou? Je crois que dans le passé, ils ont eu de très bonnes relations. Bon, écoutez, nous sommes aussi des Africains, c'est le deuil d'un grand homme politique d'un certain âge. Martin Fayoulou, il faut qu'on le dise, c'est à la vérité. En tout cas, il a été aux côtés du
Feu Etienne Tshisekedi, personnellement. Le seul moment où on l'a vu s'écarter, c'est quand il est allé au Parlement. Bon, il n'a pas suivi les mots d'ordre qui étaient donnés par celui qui paraissait, en fait, qui était le candidat de l'opposition, mais en tout cas, du moins de la frange à laquelle appartenait Martin Fayoulou, bien qu'il a son parti décidé. C'est en ce moment-là. Et puis, à un moment donné, il n'était pas d'accord avec les dialogues. Finalement, il a fini par prendre des parts au dialogue. On l'avait vu aller visiter le président Etienne Tshisekedi à Bruxelles. Donc, c'est un deuil. Nous sommes des Africains, et même des Bantous, j'allais dire. Donc, dans une telle circonstance, on permet aux gens de venir se recueillir, je crois. Hein. Donc, quand les dispositions seront prises, si ça dépend que du président Félix Tshisekedi, j'ai pari qui va permettre une telle chose. D'ailleurs, à l'occasion des deuils, c'est là où les gens se réconcilient. J'encouragerais une telle chose. Alors, il faut que les combattants soient préparés à une telle éventualité. Mais c'est une question très pertinente. Merci, Pierre Kaminoumou. Jean-Robert Kabamba dit bonjour, papa Anglo-Congo. Kabila peut-il appeler ses gouverneurs à Kingakati avant de voir le président Félix? Bon, vous d'abord, vous dites ces gouverneurs, ce sont les gouverneurs des provinces, mais qui viennent de sa famille politique. D'une famille politique dont lui est le chef de file. C'est à ce titre qu'il les a invités. C'est lui qui les a alignés comme candidats. Après la victoire, entre guillemets, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas par le fait qu'ils sont gouverneurs qu'ils cessent d'être, leur appartenance au FCC cesse par là. Non, ce n'est pas vrai. Le président Félix Tshisekedi, qu'on le veuille ou pas, il est toujours de l'UDPS. Et il est du cash. Donc, il faut voir les choses de ce point de vue. Je sais que ça provoque beaucoup d'émotions, mais please, donc, essayons de voir les choses objectivement. Et ça fait quoi? Moi, je ne comprendrais pas si, par exemple, l'état-major de l'armée va chez Kabila avoir une réunion avec lui. Là, je ne comprendrais pas. Ces gens, ce sont des politiques. Ils ont une étiquette politique, ils ont une famille politique à laquelle ils appartiennent. Et cette famille politique a un parrain, c'est Joseph Kabila. Quoi de plus normal qu'ils aillent les voir? Allez. Phoenix, Salomon dit, Joseph Kabila ne joue pas au pyromane pompier. Bah, écoutez, quand il dit il faut une bonne collaboration avec M. Félix Tshisekedi, pour l'instant, oui, mais je crois qu'on n'est pas naïf. Hein, donc, le fait qu'il a voulu rafler des gros morceaux au niveau des assemblées, donc ça prouve que quelque part, il veut rester dans le jeu politique, il veut influencer le jeu politique. Mais j'ai expliqué que sa marche des manœuvres n'est plus la même. Hein, donc, et puis, bon, disons-nous clairement, dans les cadres des institutions, c'est le président Félix Tshisekedi qui est les garants des institutions. Ça, il ne faut pas oublier. Les garants des institutions. Il a le pouvoir de suspendre un gouverneur, qu'il soit des caches ou du FCC. Et l'élection de chaque gouverneur doit être sanctionnée par un acte de nomination du chef de l'État. Donc, personne ne va prendre fonction sans que le président de la République signe. Allez, Kabongo Emmanuel dit François Beya, il fut conseiller de Mobutu et formé en Israël avec Mbanda, à Tundu, fait général de Kazoua. Il n'est pas un danger pour le président. Il est fonctionnaire spécial en matière de sécurité. Bon, j'espère. Je ne connais pas. Je sais qu'il a été formé en Israël. Je sais qu'aussi, il a fait d'autres formations, notamment en Belgique. Mais à quel moment? Est-ce que c'est à l'époque de Mbanda? Ça, je ne sais pas, mais je sais qu'il était dans le sérail de Sétialé. Hein, surtout Sétialé, il était très proche de lui. Donc, si on peut dire son maître, c'est Sétialé. Si on peut dire comme ça. À Tundu, Mbanda, ça, je ne sais pas. Alors, Arnaud Moutoke, il dit comment Katumbi dirigera au moment où Fayoulou a une avance sur leur philosophie. Bon,
Écoutez, nous sommes en politique, ils sont en train de se battre à l'intérieur. Quand vous regardez la présidence, dans le cadre de la présidence tournante instituée maintenant dans la MOUCA, il doit attendre jusqu'à 2020. Hein. Il y a une course pour le leadership au niveau de la MOUCA, ça c'est clair. Hein. Alors je dois accélérer parce que là, je n'ai plus que à peu près 35% des charges. Donc, je crois qu'il y a des déclarations. Et Moïse Katumbi, c'est du genre, il laisse ces gens parler. Souvenez-vous, avant de quitter le PPRD ou bien l'AMP, c'était surtout ces lieutenants qui parlaient, tout ça. Et lui continuait à faire comme s'il avait Kabila. Et il attendait le moment opportun, finalement. Donc, l'homme a dû quitter. Donc, voilà. Je crois qu'il est dans la même stratégie. Hein, donc, il inonde d'abord l'espace avec des communications pareilles de ces gens. Vous n'avez qu'à suivre Francis Kalombo, le Viekungu, Muyambo, tous ces gens-là, et surtout le Tundula. Le Tundula, ce n'est pas un homme qui vient dire n'importe quoi. Hein, c'est un homme très réfléchi, un homme qui a sa tête sur ses épaules. Donc, c'est clair qu'ils ont une communication qui va dans le sens de chercher à remettre, passez-moi l'expression, Fayulu à la place qu'il occupait avant. Mais aujourd'hui, il faut qu'il fasse beaucoup d'efforts pour essayer de les contenir, sinon les faire disparaître de la position qu'il occupe aujourd'hui. Allez. Il y a encore... Ah non, pratiquement à la fin de toutes les questions. Oh non, il y a quelqu'un là. Laisse-moi quand tu dis, quel est votre point de vue sur l'interview de Youm Albert sur sa gestion de la Gécamine? Bon, j'ai publié ça parce qu'il y a un Congolais qui a publié ça. J'ai lu de fond en comble l'interview. Bon, il est dans une position de quelqu'un qui demande tout ce qu'on dit de lui, l'image qu'on a peinte de lui dans les médias, notamment à l'extérieur, certaines ONG. Il essaie de montrer qu'il n'est pas le pilleur de la Gécamine comme on présente, c'est plutôt lui qui est venu remettre un peu la Gécamine sur les rails, tant soit peu. Donc, mais ça date d'il y a un mois. Hein, donc, c'est pas récent, mais il y a un mois, déjà, on l'est cité comme potentiel Premier ministre. Donc, certainement, c'est une communication de quelqu'un qui se défend et il s'est toujours défendu. Et voilà. Donc, voilà. Allez, Maman Lili Tchela Chiboko. Bonjour, ça fait quand même un bel direct. Hein? Allez, Toponi Congo. Que pensez-vous des rapprochements entre Ngbanda et Fayulu? Quel résultat peut produire un tel rapprochement? Bon, écoutez, je pense que beaucoup d'analystes et de Congolais qui sont à l'extérieur, ils ratent un pan du paysage politique quand ils ne font pas un effort d'aller au Congo. Hein? Il faut aller au Congo pour se rendre compte de l'impact qu'ont certains acteurs politiques ou activistes à l'extérieur du pays, et surtout dans les réseaux sociaux, et ça il faut le dire. Et si on ne va pas au Congo, on aura une image, je ne dis pas complète des choses. Hein. Donc, et M. Ngbanda, à l'extérieur, à un moment donné, il a eu un impact, mais suite, je dirais, à beaucoup de maladresses dans sa communication, beaucoup de ratés, non seulement de lui, mais aussi de ses partisans. Ils ont eux-mêmes, hein, il faut le dire, sans ajouter les attaques qu'ils ont connues ici, ils ont eux-mêmes détruit l'image qu'ils avaient donnée dans la diaspora quand ils avaient commencé à dénoncer l'agression de la RDC par des pays tels que le Rwanda et l'Ouganda. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué et je pense qu'il est un peu en retard dans certaines choses, même si certaines de ces analyses, il ne faut pas oublier, c'était un OR, donc un agent des renseignements de ces faits. Donc, il était conseiller du chef de l'État, donc de ces faits, disais-je.
Et il a parfois des analyses pertinentes, parce que moi, je ne suis pas dans la logique de dire tout qui vient de Ngwanda, je jette. Non, moi, j'écoute tout le monde, mais j'essaie de voir qu'est-ce qui est propagande, qu'est-ce qui est désinformation, qu'est-ce qui est mensonge et qu'est-ce qui est vrai. Alors, ces rapprochements, c'est un rapprochement des gens qui veulent survivre. Hein? Fayulu, comme je l'ai dit, ne serait pas très intéressant pour Ngwanda il y a quelque temps. Et le choix même de M. Ngwanda de s'allier à Fayulu, mais pas Lamuka, en dit long. M. Ngwanda est au courant de la guerre de leadership qui est en train de miner l'unité de Lamuka, qui est restée seulement une unité de façade. Il n'y a plus rien comme unité dans Lamuka. Et le fait qu'il s'allie sur Fayulu, parce qu'il voit en Fayulu un homme qui a, comme on dit, qui a une certaine visibilité, hein, et c'est là, c'était dans les contextes des élections. Alors, on veut prolonger un peu ça, comme a dit Mtundula, la Mouka ne doit pas être une plateforme des anciens candidats de la République. C'est-à-dire, c'est comme si M. Fayulu était encore en campagne électorale, mais sans les dire. Il est conscient que ce qu'il demande, ça sera difficile de l'obtenir, mais pour des raisons de visibilité. Et M. Ngwanda, ça va le booster, lui, en s'accrochant à Fayulu, parce qu'il joue un peu sur ça. On entretient l'idée d'un soulèvement, je l'ai déjà dit. Les éléments constituent un soulèvement, même quand on cite l'Algérie et le Soudan. Mais d'abord, premièrement, en Algérie, ce n'était pas suite à la vérité des urnes. M. Bouteflika, qui est très malade, très âgé, a voulu se présenter aux élections. Et l'Algérie est le seul pays de l'Amérique du Nord qui avait échappé à ce qu'on a appelé le printemps arabe. Vous prenez le Soudan, ce n'est pas à l'occasion des élections. Mais enfin, ce n'est pas la même chose. Hein? Ce n'est pas à l'occasion des élections. C'était un mouvement qui couvait depuis très longtemps. Il y a eu un moment, il y avait une tentative de soulèvement au Soudan. Au Soudan, un instant. Parce qu'il y a quelqu'un qui persiste. Donc, quand on fait la lecture, ce n'est pas la même chose. C'est vrai que les élections peuvent être un élément déclencheur des mouvements, d'un soulèvement populaire. Mais je l'ai dit, il faut quelque part jouir de la complicité des services des renseignements, surtout dans les cas du Congo. Au Burkina Faso, c'était pareil. Hein? En Égypte, mais le président Sisi, l'actuel président de l'Égypte, l'état-major, parce que l'Égypte, c'est un pays, c'est un régime militaire. Hein, il a fallu quelque part l'élite de l'armée comprenne que bon, ces mouvements étaient irréversibles, mais ils ont fini par récupérer ça. Le soulèvement en Égypte a été récupéré par l'élite militaire égyptienne. Donc, ce n'est pas la même chose. Bon, en tout cas, il pouvait y avoir soulèvement populaire au moment de la publication des résultats. Et M. Fayulu l'a dit, à la place Sainte-Thérèse, non, nous ne sommes pas suivis à l'extérieur parce que vous n'avez pas bougé quand on a publié les... Mais on ne demande pas aux gens d'aller, si les gens s'estiment que les résultats des élections ne reflètent pas la vérité des urnes, mais ça viendrait spontanément du peuple, parce que c'est le peuple qui est l'électeur. Quand on a programmé M. Félix Tshisekedi comme président de la République, qu'est-ce qu'on a vu? En tout cas, dans la grande majorité, on a vu plutôt des réactions de joie, sinon les gens ont donné l'impression qu'ils acceptent ça. Parce que ce qui comptait, et c'est ça l'erreur stratégique de la Mouka, ce qui comptait, c'était quoi? L'alternance. On n'avait pas besoin de nom de quelqu'un. On avait besoin de l'alternance. Maintenant, ceux qui ont un choix de nom, là, ça devient partisan. Ça devient partisan. Donc, aujourd'hui, je crois que
M. Fayoulou qui parle des soulèvements populaires, quand on parle des soulèvements populaires, on ne demande pas en même temps aux gens qui sont dans votre plateforme de rejoindre l'Assemblée nationale. Eux, ils sont très minoritaires. La Mouka est très minoritaire dans l'Assemblée nationale. Les rapports de force entre la Mouka et l'Alliance Cash-FCC dans l'Assemblée nationale ne sont pas en faveur. C'est-à-dire qu'aucun jour, les députés de la Mouka ne pourront freiner, stopper une démarche de FCC Cash. Alors, quand vous dites à ces gens-là de rejoindre le Parlement, ça veut dire, vous dites, allez les accompagner, pour emprunter les termes de la Pareco. Et la Pareco devrait se distancer. Si c'est les ralliés, parce qu'ils ont toujours dit là, ils accompagnent. Mais qui accompagne mieux que celui qui va dans des institutions où les rapports de force ne sont pas en leur faveur? Donc, arithmétiquement parlant, vous regardez, ils feront quoi? Déjà au niveau de la constitution du bureau, ils n'ont pas obtenu gain de cause. La politique, c'est aussi les rapports de force. Donc, c'est clair. Et d'abord, est-ce que parce que le président Fayoulou, c'est quelqu'un de réaliste. Parce que même s'il disait qu'il n'aille pas, qui allait l'écouter? Les députés d'ensemble, les députés de AR, les députés de MLC, ils ont tous dit que nous allons siéger au Parlement. Donc, lui n'a fait qu'enfoncer une porte déjà ouverte. Il ne pouvait pas prendre les risques. Et c'est là où j'ai dit qu'il est aussi conscient des limites de son leadership parmi ses pairs de la Mouka. La population qui est venue, enfin la foule pour parler, parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un réunit la foule, il dit la population. Non, c'est la foule qui est venue à Sainte-Thérèse. Elle a tendance à dire que non, il ne faut pas que les gens là aillent là-bas au Parlement. Mais il ne peut pas le faire parce qu'il ne sera pas suivi. Déjà, Etienne Tshisekedi, avec tout l'aura qu'il avait, on ne l'avait pas écouté, même par des députés de l'UDPS. Donc, il a tiré les leçons de cette situation. Il s'est évité un revers sur le plan politique. Il a quel pouvoir de dire aux gens des MLC de ne pas aller siéger, ou bien de l'ensemble, ou de AR, et j'en passe. Et même de la dynamique de l'opposition. Il y a un gars, Fabrice Pouela, il est de la dynamique de l'opposition dont Fayoulou est le leader. Il a posé sa candidature pour être membre dans le bureau. Donc, au-delà de ce discours devant la population, il est devant la foule, il est conscient de ses limites. Il y a des choses, il sait que ça je peux faire, ça je ne peux pas faire. Mais il faut les reconnaître, un leader est né. Maintenant, c'est à lui de bien jouer le rôle parce qu'il y a la durée. On peut être leader, et maintenant, dans la durée, comment vous allez garder votre leadership? Je crois que ça, c'est son défi majeur. Comment il va garder, entretenir ce leadership? Il peut jouer un rôle très important, mais il doit faire très attention parce qu'il n'est pas seul dans cette compétition. Allez. Yvon MK, il dit bonjour à Nakotika Kasiko, mais Nakolanda, ou bien après, bonne journée. Merci, merci. Merci, Maman Thérèse, Kolomoni Chaima. Merci à tout le monde. John Matiti, je vous aime bien. Alors, on va arrêter sur ce point. Écoutez, je n'ai pas honte de vous dire que j'ai besoin de soutien. Et vous pouvez imaginer, sans quoi, ce sera un peu compliqué. Nous avons encore une fois, on avait tenté de faire quelque chose par un organisme aux États-Unis, mais il y a trop de conditions. Nous avons pratiquement un peu laissé cette démarche. Il y a des gens de bonne volonté qui nous viennent en aide. Voilà, donc ici, là où je suis, je dois acheter les unités, je dois faire une émission. Je suis là dans une chaleur terrible. Je suis en train de transpirer. Et donc, il y en a qui me soutiennent. Je suis très reconnaissant. Ils ont de manière sporadique. Mais ça me permettrait de booster un peu mon petit budget pour maintenir tant soit peu. Et ça ne demande pas grand-chose. Hein. Je ne vais pas ici pour dire donnez-moi 10 000 $, donnez-moi 5 000 $, donnez-moi. Non, même pas. C'est juste pour faire ces directs jusqu'à ce que
nous puissions avoir quelque chose avec l'aide de Dieu. Nous avons frappé à une autre porte jusqu'à ce qu'on nous réponde favorablement, parce que tout le temps des interruptions là où nous ne sommes pas présents, bon, parfois il y a des choses qui se passent, nous ne pouvons pas intervenir. Les moyens étant maigres pour l'instant, nous devons l'admettre avec toute honnêteté. Donc, un $100, un $200, ça nous encouragerait. Croyez-moi, ce n'est pas pour des besoins personnels, pas du tout. Sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Nous avons nos petits pains le matin. Hein, donc, mais c'est juste pour, parce que je sens que ça touche mon budget. Et puis, il y a des recherches à faire, tout ça, à gauche, à droite, des gens à contacter, il y a des sources. Allez, comme on dit en anglais, God bless you, you guys. I'll see you later. Continuons à prier, hein, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Continuons à prier pour notre pays. Je suis optimiste parce que je dois l'être. En dépit des analyses que nous faisons, nous pensons quelque part, ce pays se maintient encore, grâce à Dieu. Mais nous voulons que cette situation change. Peut-être pas à la vitesse que nous voulons, mais il y a des signes qui donnent l'espoir. Ces signes sont encore très maigres, mais en tout cas, il y a de l'espoir. Nous espérons que le petit nuage que nous voyons à la dimension de la pomme de la main d'un être humain deviendra un torrent et qui va arroser la RDC et qui va faire fleurir, faire pousser, germer toutes les semences qui sont encore dans le sol de notre pays. I love you. Je vous aime beaucoup. Minami penda sana. Mungu abariki. Kwaheri mwalimu. Bye.